j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Elle a été la voix des présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy sur la scène internationale, avec des interlocuteurs tels que Mandela, Thatcher, Obama, toujours au cœur de l'action et en retrait. C'est le paradoxe de son métier, tête à tête avec l'interprète Amanda Galworthy. Bonjour Amanda Galworthy. Bonjour. Alors on peut dire que votre enfance a été placée sous le signe des langues déjà. Absolument. Je suis un petit peu, par rapport aux langues, un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. C'est-à-dire qu'en fait, pour deux raisons, j'ai toujours grandi dans un environnement multilingue et multiculturel, parce que mon père était diplomate britannique, donc de ce fait en poste à l'étranger hors Angleterre, en tout cas pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et donc, on baignait dans la langue et la culture du pays où on habitait, et où on changeait de pays, souvent de continent, tous les 3-4 ans. Et deuxièmement, parce que mon père lui-même, qui était à 100% britannique, était un linguiste passionné, et surtout, ce qui peut paraître étrange pour un Britannique de nos jours, un europhile convaincu. Il croyait vraiment dans la construction européenne. Il y a d'ailleurs largement participé, puisqu'il a consacré 12 ans de sa vie et de sa carrière à négocier l'entrée de la Grande-Bretagne au marché commun, donc de 60 à 72. Et donc, il a voulu mener une expérience assez intéressante avec ses propres enfants, qui a consisté à nous élever chacun et nous scolariser dans une langue européenne différente. Donc moi, ça a été le français. Je suis le contingent français. Mon frère, ça a été l'allemand, ma sœur, l'espagnol, et ainsi de suite. Ce métier d'interprète, vous sentiez que ça allait être le vôtre ? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai lutté bec et ongle pendant... Enfin, lutter, la lutte n'était pas très compliquée parce qu'on ne me l'imposait pas, mais j'ai tout fait jusqu'à l'âge de, que sais-je, 22-23 ans pour faire un autre métier. Mon père voulait absolument que je sois interprète, il ne me forçait pas, mais il m'a donné les outils pour le devenir. Il était convaincu que je le deviendrais. Et moi, j'étais surtout assez rebelle et convaincue du contraire. Donc, je voulais être musicienne, pianiste, interprète, comme on dit en français, ce terme. Il n'y a pas d'équivalent en anglais. Mais c'est assez amusant que finalement, je sois devenue interprète. Puis, j'ai voulu faire des études d'anthropologie et d'archéologie. Et puis, en fait, un peu naturellement, sans m'en rendre compte, je suis arrivée en France en 82. Et je me suis présentée, sans réellement comprendre ce à quoi je m'exposais, au concours d'entrée à l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et traducteurs, qui est à Paris-Dauphine. Alors ensuite, donc, vous avez quand même été l'interprète des présidents Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Interprète, pas conseillère, vous n'avez jamais joué la conseillère. Absolument. L'interprète doit toujours rester humble. Humble, bien évidemment, neutre, cela va sans dire. Nous ne sommes certainement pas des conseillers. D'abord, un interprète est non politique. Ça ne veut pas dire qu'on est citoyen, évidemment, à part entière. On peut avoir des convictions, des passions ou des engagements politiques en dehors de notre métier et de notre vie professionnelle. Mais l'interprète, à partir du moment où il commence à travailler en tant qu'interprète, et dans la situation où il n'est que interprète, c'est-à-dire la voix de l'autre, est strictement neutre. C'est la condition, la neutralité et la confidentialité sont la condition absolue du métier que nous exerçons. Est-ce qu'il faut être en empathie complète avec son interlocuteur, c'est-à-dire cerner sa personnalité, sa sensibilité, son verbe, de manière à peut-être à reproduire les mêmes intonations Oui, mais il faut faire attention. Empathie ne veut pas dire qu'on aime la personne. C'est pas la même chose que sympathie. Empathie, ça veut dire, pour autant que ça veuille dire se mettre dans la tête de l'autre, oui, forcément, puisqu'on est une fois de plus sa voix, on n'est pas une machine, on dit ce qu'il ou elle aurait dit s'il avait su parler la langue de ceux qui l'écoutent. Bon, mais assez curieusement, il est presque plus simple d'interpréter quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord que quelqu'un qui a des idées ou un verbe justement auquel on souscrit totalement. Parce que là, on se sent happé
par le fond, alors que quand on est en désaccord avec quelqu'un, ou en tout cas pas en empathie totale, sur le plan de la personnalité, j'entends, on a plus de recul, donc on fait mieux notre travail. Est-ce qu'on a l'impression de marcher sur des œufs quand on sait qu'une erreur de traduction peut, en tout cas à votre niveau, changer le cours du monde? Il ne faut pas exagérer, ça ne peut pas changer le cours du monde, parce qu'en réalité, il est très 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 rare que des chefs d'État, en tout cas, se retrouvent en tête-à-tête tout seul, avec juste un interprète ou deux. Ça arrive, mais c'est rarissime. Il y a généralement une nuée de conseillers techniques, dont ce sont les dossiers dont parlent les chefs d'État, qui sont présents. Et donc forcément, bon, il nous arrive de nous tromper, enfin, l'erreur est humaine par définition. Mais bon, c'est vrai qu'on a un sentiment de responsabilité, pas tellement dans ces genres d'entretien. La responsabilité est la plus, en tout cas le stress et la pression sont les plus importants en conférence de presse. Parce que là, ça peut aller très très loin. Une grossière erreur, ou même une nuance ratée, lorsqu'on est en direct et que c'est balancé par la BBC ou CNN partout dans le monde, ça peut être gravissime. Ça ne va pas provoquer une guerre. Enfin, pour nous, c'est assez grave. Est-ce qu'il y a des plaisanteries, par exemple, ou des formules dont vous saviez qu'elles n'allaient pas tellement passer dans l'autre langue, ou qui étaient intraduisibles, que vous n'avez pas traduit, justement, vous avez coupé? Couper, on ne coupe pas. D'abord, il est très très difficile effectivement de trouver des équivalences. Et je vais raconter une anecdote dans un instant, mais et d'ailleurs souvent il n'y a pas d'équivalence. Moi, je donne l'exemple de John Major, donc Premier ministre britannique dans les années 80, qui a succédé à Thatcher et qui était un passionné de choses, d'opéra, mais surtout de cricket, le jeu totalement inconnu en France. Et tous ses discours étaient émaillés de métaphores. C'était des métaphores pour illustrer tel ou tel propos. Tiré du cricket. Or, c'est un vocabulaire incroyablement pointu, précis. Déjà, malgré le fait que je sois anglaise, mon père, mon frère, les membres de ma famille ont moult fois essayé de m'expliquer les règles du cricket. Je n'y comprends rien. Mais en plus, passer ça en français, il n'y a même pas la terminologie en français. Donc il faut... Ce qu'on fait en règle générale, et ça vaut pour les blagues, les traits d'humour, etc., parce que ce qui fait rire un japonais ne fera pas nécessairement rire un allemand ou un américain, donc il faut savoir doser, il faut savoir, dans un premier temps, il faut comprendre, surtout pour des proverbes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on comprend par le chien aboie et la caravane passe? Bon, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire, et après, le plus souvent... de temps en temps, il y a une équivalence. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça dit exactement pareil en anglais. Mais il faut faire attention. Il faut expliquer en tout cas ce que ça veut dire. Et si on a une équivalence, il faut la dire. Alors, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est une collègue que j'aime beaucoup, d'Espagnol, qui me l'a raconté un jour. Quand je débutais dans la profession, elle m'a dit « Fais attention. Parce que les équivalences peuvent être très trompeuses. Ou en tout cas, tu peux t'embarquer dans un truc et te retrouver piégé. » Elle me raconte ce qui lui est arrivé quand elle a commencé dans la profession. Un jour, une présentation en espagnol, en anglais, pardon, et elle traduisait vers l'espagnol, c'est une cubaine. Et l'orateur, justement, démarre son propos en disant « Il n'y a pas de fumée sans feu », ce qui se dit en anglais de la même façon, « There's no smoke without fire ». Donc, elle, très fière, a trouvé l'exact équivalent en espagnol, qui est, si je traduis littéralement, « Quand on entend l'eau, la rivière n'est jamais loin ». Très contente, elle démarre avec sa rivière, lui son feu. Sauf que lui a filé la métaphore. Et que son feu, qui avait commencé, il continue en disant « le feu commence dans le toit ». Une inondation, il faut qu'elle monte. Jusque-là, elle s'en sortait. Elle avait l'eau qui montait dans sa maison à elle, lui, il avait son toit qui brûlait. Et le problème, là où elle s'est retrouvée piégée, c'est à la fin, lorsqu'il a sa chute à lui, sa conclusion, c'était « Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, le feu s'éteint avec l'eau ». Ah, là, elle s'est retrouvée très, très, très mal. Depuis qu'elle m'a raconté cette anecdote, je fais toujours très attention à comment je traduis les métaphores, les proverbes et les images. Souvenirs qui vous ont marqué, est-ce que Jacques Chirac vous beurre aux tartines, est-ce que c'est particulièrement un détail qui vous amuse? Oui, parce que tout ce qui... Il faut savoir aussi, malgré tout ce que j'ai pu en dire, qu'on est quand même... On ne porte pas la responsabilité de déclencher ou pas une guerre. Enfin, ce sont des métiers qui sont... C'est un métier qui est extrêmement stressant. C'est un peu comme des comédiens. Une fois qu'on est sur scène, on est sur scène. Il n'y a pas de souffleur, il n'y a pas de prompteur. Et bon. Donc, ce qu'on retient souvent, ce sont les détails qui nous ramènent à la réalité de
ah, vous n'avez pas eu le temps de manger, on va arrêter le déjeuner pour que vous puissiez manger, ou j'en sais rien, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez l'air déprimé, ah, c'est l'anniversaire de votre fille, je vais lui écrire une carte. Ça, c'était très typiquement ce que faisait Jacques Chirac. Et Nicolas Sarkozy, plus intense. Plus intense, pas nécessairement de son fait. Bon, d'abord, on sait à quel point c'est quelqu'un d'énergique. Et c'est vrai qu'il travaille un rythme, disons, qui est tout à fait particulier. Mais indépendamment de ça, ce sont les circonstances. La crise a fondu en 2008. Et bon, à partir de là, on a été sollicité jour et nuit. Alors, il y a l'interprétation des présidents de la République, mais il y a aussi des tas de choses. Votre métier regroupe les interprétations en langue des signes, les traductions d'appels d'offres, de dossiers de presse, etc. Est-ce que tout ça s'apprend en école d'interprète ? Bien sûr. Alors, ce que je fais moi ici chez Alto International, que j'ai créé en 1997, c'est l'organisation de tout ça. C'est-à-dire que j'ai mis en place une structure qui fait appel à des freelances, parce que nous ne travaillons en fait qu'avec des indépendants. La vaste majorité des gens travaillant dans ces métiers, qui, vous avez raison, sont tous connexes. Il y a interprète, traducteur, interprète en langue des signes, rédacteur, sténotypiste, etc. Ce sont des métiers connexes. La vaste majorité travaille en indépendant. Très, très, très peu sont salariés. Il faut, je pense, une bonne dose justement d'indépendance pour pouvoir exercer ces métiers. Ils s'apprennent, alors en tout cas pour la traduction et l'interprétation, il y a 2 écoles ici à Paris. Je ne saurais pas vous dire pour la sténotypie, la langue des signes aussi, je crois qu'elle s'enseigne, ou elle peut s'apprendre à l'école d'interprète. Là où j'ai été moi, où j'ai enseigné pendant 20 ans, s'appelle l'ESIT, donc l'école supérieure d'interprète et de traducteurs, qui est à Paris-Dauphine. Il y en a une autre qui est rattachée à l'Institut catholique à rue d'Assas, qui s'appelle l'ISIT. Une chose est très importante. C'est de ne pas imaginer que pour intégrer une école d'interprète, que ce soit l'une des 2 de Paris ou celle de Genève, enfin il y en a un peu partout, mais enfin c'est les 3 grands noms, sont les 2 de Paris et celle de Genève. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il faut faire des études de langue. Un interprète, évidemment, ne peut pas être interprète s'il n'a pas les langues. Mais les langues, il faut qu'elles soient déjà tellement solidement acquises que ce n'est pas en étudiant langue et littérature qu'on va devenir interprète. Je vous donne le profil idéal de ce que nous cherchons. C'est quelqu'un, donc c'est plus qu'un bac+, c'est quelqu'un qui a déjà une licence, évidemment, et de préférence dans des disciplines comme le droit, ou quoi que ce soit, enfin autre chose que langue et littérature. Le profil le moins intéressant en réalité, c'est quelqu'un qui a fait un LEA ou un DEA, un LEA et qui est parti je ne sais pas où avec Erasmus. Donc des gens qui ont une certaine bouteille, parce qu'il faut avoir une énorme culture générale. Le cursus est très court, c'est 2 ans. Et c'est purement l'apprentissage des techniques nécessaires à l'interprétation simultanée et consécutive. C'est-à-dire, si je schématise, comment on fait pour écouter et parler en même temps et analyser et traduire tout ça en une fraction de seconde. C'est un métier très difficile, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'écoute. Donc ne vous précipitez pas. Finissez vos études de autre chose. Faites je ne sais pas, devenez ingénieur, enfin peu importe. Partez à l'étranger, faites autre chose. Et surtout ne vous précipitez pas et certainement pas avant l'âge de 24-25 ans. L'essor des nouvelles technologies n'inquiète pas la profession? Parce qu'on aura toujours besoin, oui, de l'humain, de l'interprète, et non pas de machine. Vous avez raison de poser la question. Alors, les métiers ont beaucoup évolué et évoluent très 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 vite en fonction justement de ces nouvelles technologies. Alors, on sépare les 2 choses. Je ne suis pas traductrice, je suis interprète, même si je travaille au quotidien avec des traducteurs. La traduction se sert de plus en plus, les traducteurs se servent de plus en plus d'outils de TAO, de traduction assistée par ordinateur. Ce sont des logiciels. Alors, ça n'est pas du Google Trad, ça n'est pas de la traduction automatique. Ça permet de dégrossir un document. Par exemple, un très très gros document comme un appel d'offres où les mêmes termes techniques reviennent 100 ou 1000 fois. Ça permet de dégrossir. Mais l'humain est toujours nécessaire pour... c'est un petit peu comme, je ne sais pas, une machine à découper du tissu, mais il faudra quand même quelqu'un pour prendre son fil et une aiguille. L'interprétation, on est encore très 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 loin, quoi qu'on en dise, de l'intelligence artificielle. Très loin.
ça va venir, je n'en doute pas. Enfin, il y a encore de belles années, à mon avis, en perspective. Oui, il faut connaître la culture du pays, absolument. C'est exactement ça. Alors bon, vous n'êtes plus aujourd'hui aux côtés du chef de l'État. Alors, qui interprétez-vous ? Alors, je continue à interpréter, toujours sur une base freelance, le président Sarkozy lorsqu'il se rend à l'étranger pour ses conférences, en tout cas des publics anglophones. Et après, c'est un petit peu au coup par coup. Ce sont des choses qui m'intéressent, des choses qui m'amusent, des choses... je peux me permettre ça maintenant parce que ça fait 30 ans que je travaille et que j'ai un peu vraiment fait le tour du métier, que j'adore. Et donc maintenant, je m'offre des petits moments que je trouve sympathiques. La semaine dernière, j'ai interprété un auteur britannique que vous connaissez peut-être. C'est un des grands noms de la littérature britannique contemporaine, Ian McEwan. Et son dernier livre, son dernier roman vient de sortir en français chez Gallimard, et donc il faisait une présentation et je l'ai interprété. Donc je me fais plaisir, sinon je passe le gros de mon temps à m'occuper de la société, de l'entreprise, et à faire du coaching, c'est-à-dire à travailler avec des gens qui parlent anglais, je leur enseigne pas du tout l'anglais, mais à les coacher sur la prise de parole en public dans une langue étrangère. Merci beaucoup Amanda Glazourci. Je vous en prie, merci.